Bienvenue sur Ultra Mental, le podcast de référence en préparation mentale dans l'univers du trail running. Ici, chaque semaine, je reçois des athlètes, des experts et des passionnés pour des échanges inspirants autour d'un même sujet, comment développer un mental solide, performant et serein sur les sentiers comme dans la vie. Vous trouverez ici des clés concrètes, des histoires puissantes et peut-être même un peu d'inspiration pour repousser vos limites. Moi, c'est Pierre, je suis préparateur mental spécialisé dans les sports d'endurance et j'accompagne les sportifs, mais aussi les entrepreneurs et les dirigeants à aligner leur mental pour performer avec plus de fluidité. Allez, je vous laisse maintenant avec mon invité de la semaine. N'oubliez pas de liker, partager et commenter cette vidéo. C'est super important pour son référencement. Allez, bonne écoute. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis avec Sébastien Réchon. Sébastien, bonjour. Bonjour Pierre. Tu es une véritable légende de l'ultra-distance quand même, aventurier des sentiers. Tu as signé de nombreux FKT. Alors FKT, je fais petite définition, fastest known time en anglais. C'est des sortes de records de temps de contre-la-montre sur des tronçons connus comme des GR ou des tours de massif, des choses comme ça. Et tu as aussi pris part et de nombreux départs à des courses mythiques comme Tour des Géants, Barclay et encore bien d'autres. On ne va pas toutes les citer. Et du coup, ensemble, pendant une heure, on va revenir, alors pas sur tout ton parcours hors norme, mais on va aussi explorer un peu ta vision de l'effort extrême, ce qui au fond, qu'est-ce qui au fond te pousse à pousser toujours un petit peu le curseur un peu plus loin. Et avant de commencer, je te laisse te présenter rapidement et nous expliquer ce qui t'a amené à être qui tu es aujourd'hui. Écoute, ça s'est fait progressivement. J'ai démarré jeune par de l'athlétisme. Je faisais du sprint, je faisais du 110 mètres haies, du 400 mètres haies. Donc, tu vois, je tournais en rond sur un stade de 400 mètres. Ok. Et puis, à l'aube de mes 30 ans, j'ai eu envie de découvrir le plein air. J'ai déménagé de la région parisienne dans le Vaucluse. Et là, je me suis mis à explorer les sports de plein air, surtout dans le mode raid aventure, que j'avais découvert avec un ami un peu par hasard. Donc voilà, moi depuis les années 2000, ma pratique principale, je dirais, c'est le raid aventure en équipe. Donc je suis passé de petits raids à étapes jusqu'à le circuit de Coupe du Monde, qui sont des épreuves de plusieurs jours, non-stop, un peu comme les grands ultras que je fais aujourd'hui. Voilà, sur la fin des années 2010, je me suis lancé dans des épreuves un peu solo. Premier ultra trail, des 100 miles, et puis très rapidement le Tour des Géants. Et puis au moment du Covid, les compétitions se sont arrêtées. Puis là, je suis parti sur effectivement des FKT, traversée des Alpes ou de la Corse et autres. Voilà, donc au niveau sportif, un petit peu ma construction. Après, je suis aussi un papa de trois enfants. Euh, voilà, j'ai été prof de PS pendant plus de 30 ans. Et puis là, je viens de me mettre en disponibilité pour explorer d'autres voies professionnelles. Je suis un peu à un tournant, on va dire, au niveau professionnel et c'est intéressant. Et justement, on y reviendra un peu plus tard, ce tournant professionnel, ça va être pour pratiquer un autre métier ou pour te lancer, enfin pour te lancer, pour accentuer ta présence ou ton énergie dans ce qui aujourd'hui te fait vibrer, quoi, la course à pied, l'exploration. Oui, c'est un peu, tout est lié à ma pratique effectivement du sport outdoor, de la course à pied, de l'ultra trail. J'ai des partenaires, des sponsors qui m'aident un peu et je développe des activités autour de ça. Donc des stages, du coaching, des conférences en entreprise, de l'organisation sportive. Donc voilà, un ensemble de choses qui, j'espère, vont me permettre de vivre. Oui, wow. C'est tout le mal qu'on te souhaite. Alors, quand je refaisais un petit peu ton actualité récente, parce que comme tu dis, tu as déjà une longue carrière, on ne peut pas parler de tout, donc il faut forcément faire des choix. L'actualité récente, ça a été pour moi, il y avait le GR20 2024 et 2025, où tu étais allé poser une trace sur le GR20, donc en Corse, et où tu es retourné, où tu fais un FKT en 40 heures, je crois en 2025. Il y a eu le Thor cette année, il y a quelques semaines, là, qui vient de se terminer. Alors, le Thor, il y a plusieurs distances. Toi, c'était sur le Le Tour des 400. Glaciers, 450 km, Voilà. la version la plus longue. Et donc, et en fait, quand on a préparé l'épisode ensemble, justement, on est revenu sur quelque chose, sur une traversée dont tu as commencé à aborder, la traversée des Alpes, le GR5, où tu me disais justement, c'était quelque chose d'assez marquant dans ta carrière, justement, à plusieurs égards, et où c'était assez intéressant de revenir, justement, qui avait un peu
passer un switch, comme on dit, dans ta construction personnelle et aussi d'athlète vers la suite. Donc, avant de passer là-dessus, si on peut juste rebrosser rapidement ce qui s'était passé sur la Corse, pourquoi 2024 et surtout pourquoi tu y retourné juste un an après? C'est vrai qu'en général, les FKT, on y retourne rarement deux années d'affilée. Euh, Pourquoi tu as voulu y retourner aussi vite? Il y avait un sentiment d'inachevé. Et écoute, c'est bien, toi, les Alpes, je les ai fait deux fois aussi, on en parlera après. La Corse, j'avais prévu au printemps 2024, et puis il y avait trop de neige, du coup, mon emploi du temps ne me permettait plus de le faire, et j'ai trouvé une fenêtre au mois d'octobre, fin octobre l'année dernière, donc à l'automne. Voilà, et ça a été vraiment un grand moment parce que j'étais seul sur ce GR20 en Corse. Après, j'ai eu du mauvais temps. Je me suis même perdu à la fin. J'ai fait demi-tour sans m'en rendre compte. Enfin, voilà, il y a eu des aléas qui ont laissé une petite pointe de frustration. En tout cas, je me suis dit, en sortant de ce GR20 l'année dernière, au mois d'octobre, que je pouvais faire mieux. Donc, du coup, j'y suis retourné là, début juin. Et avec d'autres couleurs, les couleurs du printemps, avec des nuits beaucoup plus courtes. Voilà. Et puis, j'avais idée d'essayer de casser cette barrière des 40 heures, donc en autonomie complète, hein, puisque je précise que voilà, il y a plusieurs modes dans les records. Et là, le GR20, j'avais choisi de le faire en autonomie complète, c'est-à-dire que je transporte tout et j'ai juste le droit de prendre de l'eau dans les sources ou les fontaines. Voilà le principe. Et écoute, j'ai pas fait 40 heures, ça s'est pas passé parfaitement bien. J'ai fait 41h50. Ok. Mais j'étais ravi et c'était encore un grand moment parce que de toute façon, le GR20, que ce soit en 41 heures, en 6 jours, en 12 jours, ça reste un moment de grâce absolue. Comment justement t'appréhendes en préparant encore l'épisode, tu me disais ouais, le GR20 c'est court. Oui, c'est marrant. Alors là, il y a des auditeurs, ils doivent se dire, non, mais il est taré, ce mec. Et oui, voilà. Donc déjà, quand on part sur le GR20, c'est court. Comment gérer? Alors, on comprend court parce que justement, on va y venir. Tu as une longue carrière dans le raid aventure. Le raid aventure s'étale sur plusieurs jours. Et du coup, forcément, quand on condense une activité comme ça sur moins de 2 jours, forcément, bah, c'est plus court que 4 jours. Et comment tu appréhendes justement cette gestion de l'effort entre durer longtemps, accélérer? Est-ce que c'est plus dur, ça fait plus mal? Comment tu appréhendes ça? Mais la grande différence, elle va être dans la gestion du sommeil et de l'alimentation. C'est-à-dire que sur un effort de 40-41 heures, si tu cales bien ton départ, tu vas juste passer une nuit dehors. Donc, en termes de sommeil, presque tu n'en tiens pas compte parce que tu sais que tu vas pouvoir ne pas dormir. Il n'y a aucun problème pour. Alors, je dis pas, quand on a l'habitude, tu vois, il n'y a aucun problème pour ne pas dormir une nuit entière et être en activité, courir, etc. Donc là, déjà, il y a cette gestion-là que tu n'as t'as pas à gérer. Au niveau alimentation, c'est pareil. Moi, je suis quelqu'un qui me nourrit pas énormément pendant l'effort. Donc, j'ai pas eu besoin de transporter beaucoup de choses. Au mois d'octobre l'année dernière, j'ai transporté des lyophilisés, mais je les ai ramenés à l'arrivée parce que j'ai pas eu envie de les manger ou ça passait pas. Donc, quand je suis reparti en juin, j'avais surtout des boissons isotoniques, quelques gels et quelques barres chocolatées, mais vraiment pas grand-chose. Donc, en termes d'alimentation, c'est pareil. C'est pas une source d'inquiétude. J'ai pas besoin d'aller. J'ai choisi l'autonomie complète parce qu'en fait, j'avais pas besoin de me nourrir dans les refuges. J'avais suffisamment sur moi et c'était voilà. Au mois d'octobre, tous les refuges étaient fermés l'année dernière, donc de toute façon, j'avais pas le choix. Je trouvais rien sur le parcours. Donc voilà, par rapport à une course comme le Thor où tu vas passer 5 nuits dehors, là, il y a une gestion du sommeil, de l'alimentation qui est autrement plus compliquée. Donc c'est en ça que je trouve ça simple, un GR20, c'est sur la durée alors la difficulté, elle reste technique, elle reste physique, mais une fois que tu as supprimé le problème sommeil et alimentation, c'est déjà un grand pas en avant. Moi, je trouve ça beaucoup plus simple. Ouais, je comprends. T'enlèves en fait bah, comme tu as fait pire, donc plus long avec plus de paramètres à gérer. On va y revenir parce que la comparaison est hyper intéressante entre le raid d'aventure à plusieurs et ces défis solo. Il y a les avantages et les inconvénients dans les deux cas. Et là, du coup, je comprends vraiment mieux le côté, bah, t'enlèves des paramètres en fait, t'enlèves paramètre sommeil qui est hyper compliqué sur 5 jours, t'enlèves le paramètre comme tu viens de dire, quoi, alimentation, beaucoup moins compliqué, etc., etc. Ok. Tu parlais du Thor. Si, pareil, bah, tu sors d'une magnifique victoire sur le Thor, c'était très très beau. Il y a eu des très belles images sur ce Thor. Qu'est-ce qu'il y a eu de différent cette année par rapport aux autres années? Il y a eu une réelle difficulté personnelle, physique.
En 2022-2023, j'avais beaucoup mieux vécu physiquement. Là, cette année, au bout de 20 heures, je partais vraiment pour aller très très vite. J'avais l'idée d'aller plus vite que mon record d'il y a 2 ans. Et puis en fait, les choses se sont gâtées. Le mauvais temps est arrivé. La neige euh, est tombée à plus de 3000. Le vent était glacial. Et en fait, j'ai pris froid comme beaucoup de coureurs. Et au niveau des bronches et de la trachée, ça s'est enflammé. Et voilà, j'ai eu beaucoup de problèmes respiratoires derrière. L'impression d'être à 8000 alors que j'étais qu'à 2005. Euh, voilà, et après, en conséquence, j'ai eu des gros problèmes d'alimentation, j'ai vomi pendant presque 3 jours, j'arrivais juste à ingurgiter quelques yaourts. Donc ça, voilà, il y a vraiment eu une difficulté que j'ai dû gérer. Alors heureusement, le parcours est magnifique et te sort un peu mentalement de ce souci qui te revient souvent, quoi, parce que quand tu as des remontées gastriques, ou quand à chaque col, tu passes de 800 mètres heure en dénivelé à 400, c'est compliqué. Donc voilà, il faut trouver des ressources mentales autres, il faut se décentrer. Et ça a été intéressant parce que j'ai déjà vécu des moments difficiles dans mes aventures diverses et variées depuis 25 ans, mais là, pour le coup, je pense que j'ai jamais été aussi loin dans l'abnégation et dans le dépassement. Je suis arrivé vidé à l'arrivée, heureux, bien sûr, fier, mais vraiment vidé. J'ai mis 15 jours à m'en remettre. J'étais à plat et voilà, la récup n'a pas été évidente. Après, voilà, je suis un compétiteur, j'étais devant. Euh, Ma fille était là parce elle tourne un film sur ma saison et donc elle était régulièrement sur le parcours, donc ça, c'était un boost aussi très important pour moi. Et voilà, j'ai pas voulu renoncer, j'y ai pensé par moment parce que c'était vraiment compliqué, mais je me suis accroché et, et voilà, aujourd'hui, j'en suis très heureux. Et t'as bien fait. Ouais. Euh, Justement, ce qui est intéressant par rapport à ce que tu disais là sur le tort, on va rentrer un petit peu tout doucement dans la préparation mentale. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'en as jamais pratiqué avec, on va dire, de manière encadrée, avec un préparateur mental, avec des techniques, des machins, voilà, tous les artifices peut-être des fois autour de la préparation mentale. Mais ce qui n'a jamais empêché, enfin, ce qui est quand même ton point fort. En fait, t'as quand même deux gros points forts qui reviennent souvent. J'enlève le côté physique parce que à partir du moment où on va faire ça, on a forcément un physique pour le faire. Mais le mental et la gestion de sommeil, je l'ai entendu chez beaucoup, chez toi et chez d'autres dire, ah oui, là notamment, je pense à Antoine Clément qui a battu le record du GR10, si je dis pas de 10. bêtises, Ouais. traversée des Pyrénées cet été et qui appartenait à Aurélien Sanchez, enfin que Aurélien Sanchez avait fait quelques années plus tôt. Et il disait, ah bah je crois que Sébastien va s'y attaquer dans pas longtemps, donc, donc je pense que je vais pas le garder longtemps, parce que justement il citait cette gestion de sommeil. Bref, tout ça pour dire, t'as jamais travaillé le mental et pourtant c'est ton point fort. Alors, pourquoi est-ce que tu l'as jamais fait? Est-ce que c'est manque de temps, manque d'envie, pas, voilà, est-ce que tu n'avais pas identifié ça comme un axe de progression majeur ou est-ce que c'est juste jamais rentré dans ton champ? Écoute, moi, quand j'ai commencé les épreuves ultra comme ça, on en parlait beaucoup moins de préparation mentale. C'est quand même quelque chose qui est assez récent pour moi, qui a une dizaine d'années, voire moins. Hmm. Et je me suis construit, je pense que voilà, je suis d'un naturel extrêmement positif. Je suis quelqu'un qui rebondit, qui va toujours de l'avant. Ça, je pense que c'est dans ma construction d'enfant, d'adolescent. J'imagine que mes parents y sont pour beaucoup. Mais en fait, dans mes équipes de raid, j'ai souvent eu le rôle de capitaine, de leader, de la personne qui motive, qui encourage. Et ces raids d'aventure, on passe tellement par 10 000 états différents en 5 jours que ce rôle de capitaine a dû encore renforcer cet aspect mental que j'ai, de toujours, euh, de toujours voir, c'est très classique, je veux dire, le verre à moitié plein, de toujours voir le positif même dans des moments négatifs. Voilà, moi, je suis tout le temps en train de booster l'équipe, d'encourager. Quand il y a un fait important qui arrive, eh ben, on le gère et puis on l'évacue et je lance l'équipe et on repart. Tu vois, j'ai toujours ce côté-là d'avancer.
Moi, mon slogan, c'est avancer encore et toujours, avancer encore et toujours. Et quand je suis seul en course, c'est naturel en fait. C'est complètement naturel. Euh, alors non, oui, aujourd'hui, on parle beaucoup de préparation mentale. Clairement, c'est mon point fort. Si tu me dis aujourd'hui, est-ce que tu vas consacrer du temps à ça? Est-ce que tu vas t'entourer d'un préparateur mental? Je vais te dire non, je vais plutôt porter l'accent sur d'autres facteurs de progrès que celui-là, parce que je vois une course comme le Thor il y a 15 jours, j'ai encore renforcé ce côté mental. Je suis encore allé plus loin dans le dépassement. J'ai beaucoup de certitudes à ce niveau-là et beaucoup de petites cases que je peux ouvrir quand ça va pas. Et elles se font, et ça se fait naturellement en fait en fonction de ce qui se passe en fait à chaque instant. À chaque instant, je dois prendre une décision, ralentir, accélérer. Où est-ce que mes pensées vont aller? Est-ce que je vais vite enlever ma chaussure pour enlever le petit caillou qui vient d'arriver, ou est-ce que je vais continuer bêtement? Enfin, en fait, il y a des tas de moments où tu dois prendre des décisions. C'est hyper riche et intéressant. Et je pense que je le fais assez bien, effectivement. Tu parlais de mon physique. En fait, je l'ai dit récemment à d'autres, mais j'ai 53 de VO2 max, donc j'ai rien d'exceptionnel. C'est très banal. Et par contre, je crois aussi beaucoup à l'entraînement et au fait qu'on peut augmenter la durée à un certain pourcentage de VO2 max, ou de vitesse en tout cas max. Et ça, c'est très intéressant. Voilà, moi, je dis à tous les coureurs de 40 ans qui ont 50 de VO2 max, les gars, c'est pas un handicap, quoi. Il faut construire d'autres qualités et en avant. Ouais, bah justement, c'est hyper intéressant. Tu faisais pas mal de parallèles avec le RAID. Effectivement, je rejoins tout à fait ce que tu disais sur la préparation mentale. Ça devient même la mode depuis à peu près ouais, 4-5 ans. J'en suis un bon exemple. Il y a beaucoup de podcasts qui en parlent. Moi, j'ai été très étonné quand j'ai voulu me lancer de voir qu'en fait, dans cette discipline qui nous fait vibrer, le trail et l'ultra, ça soit plus on allonge la distance, je vais le dire un peu vulgairement, plus le mental prend une place importante par rapport au physio. Donc Clairement. c'est assez proportionnel en fait, hein. Quand on va sur des courses de 1500, 3000 sur bah, toi tu as fait de l'athlé donc Mm. t- mental ou pas, si t'as pas le physio, ben tu peux pas courir à 24 km/h. Euh, donc et puis après par contre bah voilà, on va pas courir à 20 km/h pour faire 180 km. Bien que maintenant, on commence à dire des choses sur le 100 miles qui sont, si on n'a pas une VO2 à 80-90, on pourra pas gagner l'UTMB. C'est peut-être vrai. Ouais, ça devrait être vrai à l'avenir, sans doute. Ouais. C'est Mm. ce qui est, en fait, ouais, c'est ce qui est en train de se profiler quand on voit les podiums de cette année. Encore une fois, ça valide en tout cas cette hypothèse. Mais du coup, ouais, pas un axe de progression. Et ce qui est marrant, enfin, pas un axe de progression, pas quelque chose que tu as travaillé justement, mais dans le raid aventure, c'est ce que tu m'as dit, tu as des tonnes d'anecdotes à nous raconter sur justement cette force du mental. Alors, on peut un peu rentrer dedans. Le raid aventure, c'est à plusieurs. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu le format de raid aventure que tu pratiques? Et qu'est-ce qu'il y a de particulier justement? Il y a déjà une notion de groupe, gestion du groupe, donc des humeurs différentes, des temps forts et des temps faibles qui sont pas au même moment. Voilà. Il y a des capitaines de route, tout ça. Explique-nous un peu rapidement comment ça Ouais, fonctionne. ouais, bah, le Raid Aventure, on est quatre équipiers et l'équipe doit être mixte obligatoirement. Et en fait, on est tout le temps ensemble. C'est pas un relais, on doit tout le temps avancer ensemble et ce pendant 3 à 7 jours, non-stop. Donc, si tu veux, même si on constitue des équipes homogènes physiquement, sur 120, 140 heures d'effort, il est impossible de toujours Mm. avancer à la même vitesse. Donc, on est sans cesse en train d'observer les partenaires, de demander à tout le monde si ça va bien. Et, et on est très liés. Et même on est accroché, c'est-à-dire que dès qu'il y en a un qui va moins bien, on va l'aider, on va accrocher une laisse, un élastique, que ce soit à vélo ou à pied. On va porter le sac, on va alléger le sac. S'il y en a un qui est blessé, eh ben, on va encore plus l'aider. Il y a une gestion de l'équipe, j'ai envie de dire, au détriment de l'individualité. C'est-à-dire que l'individualité s'efface parce que l'important, c'est l'équipe. La gestion du sommeil à quatre est beaucoup plus compliquée que seule. C'est-à-dire qu'il faut que l'équipe dans son ensemble au maximum profite d'un repos quand tu décides de dormir. S'il y en a un qui a sommeil, on ne va pas s'endormir. Par contre, si c'est l'orienteur, celui qui a la carte, qui a sommeil, il vaut mieux s'arrêter pour le laisser dormir avant qu'il s'égare et qu'il nous fasse perdre 2 heures, tu vois, s'il se trompe de chemin. Donc, il y a énormément de facteurs. Une équipe de quatre, chacun a ses compétences, chacun
a ses points forts et à un moment donné va prendre le lead dans le cheminement en fonction de ses points forts, que ce soit en kayak, en VTT, en escalade, etc. Donc c'est une discipline, moi pour moi, je dis souvent que c'est la discipline collective par excellence. Il n'y a pas un esprit d'équipe plus fort ailleurs. Ça, je l'ai vécu, moi, je le vis depuis 15 ans. Je me souviens d'un championnat du monde à La Réunion en 2018 où j'ai une grosse blessure au genou, il a enflé, il est énorme et je me déplace jambes tendues. Eh bien, Sandrine Béranger, ma coéquipière, elle m'accroche à la laisse. Je suis comme un wagon derrière une locomotive, ça avance tout seul. À vélo, à un moment donné, j'ai un collègue qui m'a accroché, puis un autre qui me pousse, et on a franchi comme ça la ligne, avec 24 heures extrêmement difficiles pour moi, mais on fait un podium mondial malgré tout. On n'a pas abandonné, on a trouvé des solutions pour contrecarrer ma blessure. À d'autres moments, on va avoir une casse matérielle, on va falloir réparer comme on peut, on va avoir une perte de matériel. L'année dernière, au championnat du monde, on y allait pour le titre, mais on l'avait jamais eu et c'était compliqué. Et sur le premier trek, on attaque, on va à fond, c'était notre point fort, on a le lead, on a 1 heure et demie d'avance, mais sur le kayak d'après, on se renverse dans une rivière en pleine nuit et on perd un sac. Bon, ben là, catastrophe. Beaucoup d'équipes auraient abandonné. Nous, on s'est accrochés, on a continué, on a eu une pénalité. Et puis, cette pénalité, on l'a gérée, on a dormi, et puis on est reparti. Puis au final, on est champion du monde devant les Suédois avec 1 heure d'avance. Le raid d'aventure m'a appris qu'en fait, quand il y a un moment difficile, eh ben, il faut s'accrocher, il faut faire le dos rond. Et bien souvent, les données changent très rapidement et les émotions n'en sont que plus grandes. Quand tu arrives quand tu franchis une ligne d'arrivée ou que tu obtiens une superbe victoire, un podium ou un chrono très satisfaisant, c'est d'autant plus fort s'il y a eu des difficultés à contrecarrer, à dépasser. Ouais, c'est un peu comme, enfin c'est un peu, c'est même complètement ça. On dit que quand on fait de l'ultra, on aura forcément, c'est hyper rare, c'est que ça n'arrive pas, un temps faible. Ou plusieurs, mais voilà, il y aura forcément un temps faible. Et c'est cette gestion de temps faible, on dit toujours, ça reviendra après. Ça reviendra après, il faut se dire, ça reviendra. Là, ce que tu nous expliques, c'est ce que tu as vécu depuis 15 ou 20 ans en raid d'aventure, c'est le quotidien d'un raid d'aventure. C'est-à-dire qu'il n'y a que des temps faibles et des temps forts, vu que vous êtes quatre en plus. Donc, tu es Ouais. forcément obligé de vivre un temps faible et un temps fort de quelqu'un quasiment tout le temps. Ouais, c'est ça. Et puis, si tu veux, l'abandon, c'est pas une option. Mm. L'idée, c'est d'aller au bout de la course, de finir et de dépasser toutes les difficultés qu'on rencontre. C'est que c'est une énigme à résoudre, c'est un grand jeu. Et tu le sais au départ. Au départ, tu sais que ça va pas être limpide. C'est impossible. Tu sais qu'il va y avoir Mm. des tas de choses à dépasser et à résoudre. Donc, c'est passionnant, c'est hyper intéressant. Sur les ultras, c'est pareil. Alors, les 100 miles, il y a énormément d'abandon parce que je pense que les athlètes, à un moment donné, quand ils sont plus dans leur objectif, eh bien, ils perdent la motivation ou ils y croient plus et ils préfèrent abandonner soit pour se reposer pour d'autres courses, soit parce que euh, l'abandon est préférable à une mauvaise performance à l'arrivée, tu vois. Euh, sur des épreuves plus longues, comme le Tour des Glaciers, le Tour des Géants, je pense qu'il y a une autre idée derrière. C'est une grande aventure, un grand voyage dans lequel on se lance et au final, je pense qu'il y a un pourcentage d'abandon moindre parce que tu sais pourquoi tu t'es inscrit, il y a un engagement énorme pour préparer une épreuve comme ça. Et voilà, je pense que c'est un peu différent d'un 100 miles où bah, tu le constates, hein, l'UTMB, tu te couches le vendredi soir à minuit, quand tu te réveilles à 7 heures, le classement il est plus du tout le même, il y a eu Mm. énormément d'abandon. Surprenant, moi ça me surprend toujours. Ouais, bah, alors c'est une théorie comme ça, hein, mais je pense que c'est aussi proportionnel au fait que, on parle de l'UTMB, des courses de ce format-là sont devenues un peu plus normales à vivre. Et en fait, on les a rendues normales peut-être par de la communication, par le fait de dire que on peut tous le faire avec de l'entraînement, etc. Et il y a pas mal de personnes, et là pour le coup, ben, moi ça fait partie aussi de le cœur de mon métier de préparateur mental, c'est souvent de décrocher le côté non, ton objectif ce n'est pas le temps ou la place. Ouais. Euh, on n'est pas sur un 10 km route. Il y a tellement de facteurs extrinsèques qui peuvent arriver que tu ne maîtriseras absolument pas
que c'est une hérésie de se mettre un objectif en tête. C'est quasiment de se mettre déjà les bâtons dans les roues avant même de commencer. C'est de se dire, bon, il y a 3% de chances qu'il se passe pendant la course et que ça roule. Et tu as 97% de chances qu'il arrive plein de trucs. Et c'est d'ailleurs ce qu'on va chercher quand même en premier lieu quand on va se lancer dans des trucs comme ça. Et je pense que plus on a voulu, plus on veut rendre ces courses très longues, extra longues, accessibles un peu à tous et un peu normal, c'est pas des courses normales, plus on a des réflexes un peu, je vais pas dire un peu bêtes, mais de se dire, ouais, je veux faire, j'en sais rien, moins de 30 heures. Pourquoi 30 heures? Je le vois tous les jours hein, dans les coachings, je veux faire moins de 30 heures. Ça sort d'où? Je sais pas, c'est assez joli sur le papier, tu vois. C'est ça. Mais Ah, ce moins de franchement. 30 heures peut foutre en l'air complètement la course en disant, bah ça y est, je suis sorti de mon objectif de moins de 30 heures, donc ça vaut plus le coup d'avancer. Et ça, c'est hyper dommage. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Moi, le premier, l'objectif, c'est toujours d'être finisher. Mm. Ça nous est arrivé sur des raids d'aventure d'avoir un problème, de rater une balise obligatoire. Quoi qu'il en soit, on a continué jusqu'au bout. En Afrique du Sud, il y a 2 ans, on franchit la ligne d'arrivée deuxième, mais on savait qu'on allait être déclassé. Mais malgré tout, pendant 4 jours, on a fait la course à fond, alors qu'on savait qu'il y avait de grandes chances qu'on soit déclassé à l'arrivée. Une autre année, un collègue s'est vraiment blessé gravement, il a lâché l'affaire. Et ben, avec Sandrine, mon équipière, on a continué pendant 2 jours et on a franchi la ligne à deux. Voilà. Pour moi, c'est le plus important par respect pour ta préparation, par respect personnel, par respect pour les organisateurs aussi. Je trouve qu'il faut jamais perdre de vue quand on s'inscrit dans un objectif comme ça, que l'objectif, c'est de finir avant tout et c'est le premier. Après, moi, j'ai la chance de jouer la gagne, le podium. Donc, je dis toujours, c'est une source de motivation supplémentaire pour aller plus vite. Mais ce n'est pas une fin en soi. Oui, qui arrivera Et peut-être un peu plus tard aussi dans la course, justement. ouais, il ne faut pas perdre de vue qu'on est là pour réaliser un parcours magnifique, pour se dépasser et puis pour franchir une ligne d'arrivée. Voilà. Ah ouais, mais complètement. Mais on a tellement de cas comme ça. T'as des amis, des très bons amis préparateurs mentaux. Je pense que vous en avez aussi parlé, mais c'est vraiment de très nombreux cas où on perd le fil de ce qu'on est venu chercher, et du coup, on en perd le plaisir d'être sur ce qu'on est en train de faire. Ouais, au départ, parce qu'au départ, pourquoi on s'est mis Tout au à fait. trail, à l'ultra-trail? Ben, parce qu'on aime courir, parce qu'on aime être dans des beaux paysages, Ça. et ça, on l'oublie par fierté ou par des objectifs trop hauts, quoi. Mm. Mm. Et justement, du coup, il y a une course qui fait un peu référence c'est toi qui me disais, dans ton parcours. C'est pas une course, c'est ton FKT dans les Alpes. Tu l'as fait la première fois en 2020 pendant le Covid et tu y retournes en 2021. Encore une fois, tu y retournes. Euh, Comment ça s'est passé? C'était quoi cette démarche justement? Bon, le tracé, j'imagine, qui est magnifique. Et pourquoi y retourner? Et qu'est-ce qui s'est passé là-bas dans cette construction dont tu me parlais? Écoute, quand on est confiné, là j'ai 1 kilomètre comme tout le monde, j'en peux plus. Le championnat de raid d'aventure est annulé pour l'année et là il me manque un défi. Moi j'ai besoin de défis personnels qui me nourrissent, sur lesquels je veux me projeter. Et j'avais vu passer cette traversée des Alpes par avant et je m'étais dit tiens, ça doit être sympa. Et si je faisais ça? Donc, je l'ai un peu improvisé. J'ai préparé ça en un mois. Je suis parti avec un sac très lourd, de quoi dormir, et pas du tout préparé. Et malgré tout, alors je voulais le faire en mode taxe zéro carbone, tu vois. Donc, je pars en blablacar, je me pointe à Thonon-les-Bains, et puis c'est parti avec mon gros sac. Et puis, je me suis pris au jeu. J'avançais assez vite malgré tout, malgré des ampoules au bout de 24 heures parce que j'avais pris des chaussettes neuves qui n'étaient pas du tout adaptées, enfin, pour te dire ma non-préparation. Donc même toi, tu peux faire ça. Ah oui, mais à l'époque, c'était un peu le début de mes ultras solos et là, j'ai bien progressé depuis, hein. J'essaye de corriger mes erreurs, c'est pour ça que j'y retourne. Et je me suis pris au jeu, j'ai adoré ce moment d'introspection, de solitude. De nuit, parce que j'aime beaucoup aussi évoluer la nuit. Tu rencontres la faune, tu mérites amplement tes levées de soleil et tes couchers. Voilà. Sauf que bon, en fait, j'étais dans les temps du record, alors que je le faisais en mode auto-assistance et j'étais dans les temps du record assisté. Donc, je me suis pris au jeu et puis au final, à la fin, j'ai fait une installation et j'ai raté le record de 2 heures. J'ai mis 162 heures en souffrant pendant 5 jours des pieds de façon incroyable.
Et, j'étais tellement heureux de cette traversée, d'avoir réussi ce défi. Ça m'a donné énormément confiance. Et oui, effectivement, comme pour le GR20, il y avait un petit sentiment de je peux faire mieux. Et donc, j'y suis allé l'année suivante, beaucoup mieux préparé, avec un sac certainement de 2 kilos de moins. Et là, ça s'est très, très bien passé. J'ai eu une météo compliquée que j'ai dû gérer, mais globalement, je suis allé beaucoup plus vite. Et voilà, j'ai battu le record de 10 heures. J'ai réalisé 150 heures sur cette traversée des Alpes avec une meilleure gestion de tout, du sommeil, de l'alimentation, les pieds. Voilà, j'ai vraiment. Et alors là, je suis sorti de ces deux traversées en me disant, ben oui, 600 km, plus de 30 000 mètres de dénivelé, en fait, bah, c'est possible. C'est pas un problème. Et si mentalement, t'en as envie, si tu es bien dans ces moments-là, c'est carrément possible. Et ça m'a donné une confiance énorme parce qu'il y a eu, enfin, je veux dire, quand tu passes des cols dans le brouillard, tu prends des orages et que tu continues à avancer et puis que ça se passe bien, en fait, c'est une expérience qui te construit et qui te donne une confiance incroyable pour la suite. Donc maintenant, quand je me présente sur des courses comme le Thor, 450 km, ou des GR, un GR20 en Corse, c'est vrai que j'ai cette expérience, mon corps il est marqué, il a cette habitude, et je sais que je l'ai déjà fait et que je peux le refaire. Et que je peux en plus m'améliorer sur des tas de points. C'est ça qui est intéressant, c'est que je te parlais de la gestion des pieds. Aujourd'hui, j'ai une gestion très pro, entre guillemets. Je les hydrate, je vais voir une pédicure 15 jours avant une course importante. Tu vois, j'ai progressé sur des tas de domaines. Mon alimentation aussi, j'ai énormément progressé. J'étais à la crème anglaise et à l'eau claire il y a 3-4 ans. Aujourd'hui, j'ai des boissons isotoniques, j'ai des boissons de récupération. Donc, je m'améliore aussi sur le matériel, avec du matériel plus léger, plus adapté. Donc, ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant aussi de se lancer comme ça, non préparé, je trouve, parce que bah, tu vas construire plein de choses. Tu vas faire des erreurs, mais du coup, tu vas les analyser et, euh, et tu vas trouver des solutions qui seront propres à toi aussi. Il ne faut pas non plus toujours vouloir copier un modèle. Moi, j'aime beaucoup faire mes records en étant en auto-assistance parce que je me gère vraiment. J'ai pas un point de rendez-vous, j'ai pas quelqu'un, un paceur à suivre absolument et qui va me mettre dans le rouge. Je suis vraiment dans la gestion personnelle à chaque instant et ça, je trouve ça très intéressant. Et quand tu parlais tout à l'heure, tu ouvres des petites cases, tu as toujours ça, tu te dis, j'ouvre des petites cases à tel moment de difficulté pour pouvoir avancer. C'est quoi ces petites cases? Qu'est-ce que c'est ces moments, justement, ressources qui te permettent d'avancer quand ça se passe mal? Tu te dis, je traverse les Alpes sur le premier coup. Au bout du 24 heures, tu as des douleurs affreuses aux pieds, tu continues à marcher dessus pendant 5 jours. Il y a pas l'abandon, une option, quoi. Bah, ça s'impose, l'abandon, il s'impose. En fait, je dis pas qu'il faut jamais abandonner, hein. Quand il y a une vraie blessure, il faut s'arrêter. Bien sûr, ouais. Mais une tendinite, des ampoules, il faut passer dessus. Alors moi, mes cases, bah, ça peut être de la musique, ça peut être observer des paysages, ça peut être un bouquetin qui va complètement te faire changer ta façon de penser du moment. C'est-à-dire que la beauté de l'instant te fait oublier tes douleurs. C'est complètement décentré mon esprit de la douleur passagère ou qui dure depuis quelques heures. Ça peut être me mettre à chanter, ça peut faire une auto-interview. Enfin, je pars dans des délires des fois. Voilà, donc mais encore une fois, c'est difficile à expliquer comme ça. C'est sur l'instant, sur l'instant. Mais bon, il y a des fois où je ressens les difficultés et je les perçois et je les vis. Hein, mais voilà, je rebondis plus ou moins vite sur d'autres choses. Ce que j'allais dire, tu arrives à garder non, tout le sujet pour nous quand on va coacher des personnes justement qui nous démarchent dans l'accompagnement mental, c'est la lucidité sur des périodes longues. C'est-à-dire garder la lucidité de savoir quoi faire au bon moment. J'ai un moment d'euphorie, bah, on reste lucide sur manger, boire et faire tout ce qu'il Mais pas trop faut. vite. Ouais. Voilà, et c'est pas parce qu'on est bien qu'il faut mettre la poignée dans l'angle et accélérer forcément. Les moments, justement, garder ce moment de lucidité en bien ou en mal. Et toi, ce que j'ai l'impression de comprendre, c'est que tu arrives à avoir cette lucidité assez rapide de ce que tu commençais à dire tout à l'heure, de toujours être sur la bonne chose à faire au bon moment. Comme tu disais, petit caillou dans la chaussure, je l'enlève.
Il y a un nuage au loin, je m'habille à l'avance C'est ça. pour pas me faire tremper. C'est ça que tu arrives à avoir vraiment quasiment tout le temps, même quand tu es très, 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 très fatigué. Bah, c'est l'avantage d'avoir 53 ans, c'est que tu as commis plein d'erreurs auparavant. Non, mais c'est vrai, l'expérience, elle t'apporte ça. Tu as dû gérer les choses qui m'arrivent aujourd'hui, elles sont déjà arrivées, grosso modo. C'est rare que, si, des fois, il y a des nouveaux événements, surtout en raid d'aventure, mais globalement, les petites erreurs, tu les as déjà faites et puis tu as trouvé des solutions ou tu les avais pas trouvées et tu les as analysées et tu sais ce qu'il faut faire dorénavant. Donc, ouais, pour ça, l'expérience, elle est hyper intéressante, elle est rassurante et elle te permet de gérer de mieux en mieux au fil des ans chaque incident, chaque fait de course. Euh, il y a une chose qui est très importante, il y a une case qui pour moi est très très importante sur nos épreuves hyper longues, c'est de ne pas voir trop loin, c'est-à-dire de ne pas trop penser aux kilomètres qui restent jusqu'à l'arrivée, à la distance, au dénivelé, des choses comme ça, parce que là, le mental, il en prend un sérieux coup. Sur mon tort des glaciers, quand ça allait pas au bout de 20 heures, j'ai oublié mon idée de record. C'est-à-dire que j'ai laissé tomber l'idée de battre mon record, qui était un des objectifs. Le troisième, c'était grosso modo. Celui-là, je l'ai oublié, et puis je me suis dit, je vais aller de refuge en refuge, et on verra bien jusqu'où. Et ça m'a beaucoup aidé, ça, parce que j'étais mal, et je me projetais sur 15-20 km à chaque fois, pas plus. Et ça, c'est une chose qui est importante, je pense, quand il y a un moment qui ne va pas, de se dire, tiens, où est la prochaine base de vie? Je vais voir mon assistant, ça va me changer les idées, ou je vais me changer, je vais mettre des nouvelles chaussettes, prendre une nouvelle paire de chaussures, etc. Donc, je pense que ça, c'est hyper important. Ouais, c'est vrai que c'est ce qu'on prône aussi et ce qu'on entend beaucoup, de passer de petits segments en petits segments plutôt que de dire il reste 120 bornes ou X kilomètres. Et toi, tu fais ça sur 4 ou 5, enfin, tu fais ça sur 4 ou 5 jours, forcément. Donc, tu as l'habitude de le faire aussi. Tu parlais de gestion, t'as parlé de gestion de sommeil. En fait, et c'est aussi, comme je te disais, tu es connu pour 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 bien supporter ce manque de sommeil. Et pourtant, je t'ai déjà entendu dire que c'était quelque chose qui était très douloureux aussi, très compliqué à gérer. Qu'est-ce, enfin, tu penses que ça vient d'où que tu gères mieux le fait d'être, le manque de sommeil, ou au contraire, t'as des stratégies de sommeil que justement que tu as pu élaborer en dormant tranche de 20 minutes ou 1 heure et demie pour faire un cycle, ou c'est au feeling? Bah, c'était un peu au feeling au début, et là encore, l'expérience m'a permis d'avoir des routines. Euh, et aujourd'hui, je me connais bien, c'est-à-dire que quand je suis sur un sentier et que d'un seul coup, en pleine nuit, j'avance plus, que le sommeil me gagne, je sais que c'est le moment de vite m'allonger et en fonction de la température, de faire le choix d'une mini-sieste sur le chemin de 5 à 20 minutes. Donc ça, c'est quelque chose que je décide dans l'instant et qui est beaucoup plus simple quand tu es seul que quand tu es en équipe. Quand tu es en équipe, bah, parfois, tu te dis, Hmm. ah, j'ai sommeil, on dort, les gars. Non, non, nous, ça va bien. Bon, ok, on avance, hein. Et puis là, tu serres les dents. Et puis, tu essayes de discuter avec tes collègues pour te réveiller, etc. Quand tu es seul, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Oui, je trouve que moi, le plus dur dans ces épreuves-là, c'est quand le sommeil te gagne. Et là, c'est dur de lutter contre le sommeil. C'est la vraie difficulté, je trouve, des épreuves de plusieurs jours. Ça n'empêche que j'y reviens quand même, c'est-à-dire que c'est une difficulté qui va arriver, je le sais, mais ça ne gâche pas le reste. Et je trouve que c'est hyper intéressant de se dire, je dors un cycle d'une heure et demie et je repars comme si dans mon quotidien habituel, j'avais fait une nuit complète. Ça, c'est extraordinaire à vivre. C'est-à-dire que mentalement, tu as dormi une heure et demie, mais pour toi, c'est comme si tu avais fait une nuit complète. Et comme c'était ton schéma de départ, tu te dis, eh ben, c'est reparti, quoi. Et tu repars bien parce que tu as fait ton cycle complet, tu vas bien, tu as éventuellement un peu mangé, tu as retrouvé un peu d'énergie. Ça, c'est hyper étonnant à vivre à chaque fois. Mais ça fonctionne. Ça fonctionne. Cette année sur le Thor, comme j'étais dans le mal, j'étais beaucoup plus fatigué, donc j'ai fait beaucoup plus de petites siestes de 5 à 20 minutes. Ok. Mais sinon, j'ai fait mes 4 cycles d'une heure et demie comme prévu sur les nuits. Jamais plus. Tu vas jamais Non, rester 3 heures, quoi. C'est pas la peine. non, non, jamais, non. Non, non, jamais, parce que bon, le chrono, il tourne. Hmm. Je préfère faire deux fois une heure et demie que 3 heures. Tu vas pas forcément mieux repartir après 3 heures qu'après une heure et demie, donc pour moi, c'est pas rentable. Mais il faut toujours que le temps que tu t'arrêtes, tu puisses le regagner rapidement. Voilà, ça c'est le facteur qui est hyper important sur mon GR20 en Corse au mois de juin. J'étais arrivé un peu fatigué, j'avais pas trop
m'étais pas trop bien préparé, on va dire, au niveau du sommeil. Et j'ai eu le sommeil dès la première nuit, ce qui m'arrive jamais. Et ben, j'ai hésité longtemps. Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je m'arrête pas? Alors, je faisais mes calculs. Alors, si tu t'arrêtes 5 minutes, est-ce que tu vas les regagner jusqu'à la fin de ton GR? Ça, c'est des petits calculs qui te réveillent en même temps, c'est pas mal. Si je m'arrête 10, est-ce que c'est bien? Enfin, voilà. Donc, des fois, tu as des questionnements comme ça. Mais bon, sur plusieurs nuits, il n'y a pas de questionnement. Il faut à un moment donné dormir. C'était hyper intéressant de voir Victor Richard, vainqueur du Thor 330, là. Il a Ouais. dormi dès la première nuit, ce qui est assez rare parmi les vainqueurs. Il y a beaucoup d'athlètes top niveau qui décident de quasiment pas dormir sur un Thor des géants. Ok. Lui, il a fait une autre stratégie, il a dormi dès le début, puis ça a matché, il a même battu le record. Ok. Et pareil, il avait fait bah, un cycle d'une heure et demie et ça a fonctionné pour lui. Il a fait plusieurs après ou c'était qu'une fois? Tu sais? Ouais, il a dormi tout de suite, alors je ne sais pas combien de temps par contre, mais Ouais. après il s'est arrêté de nouveau, mais en tout cas il a fait le choix de s'arrêter très rapidement. C'est original. En tout cas, ça a fonctionné. Ok. Justement, tu reparlais un peu du raid. Ce que, bah, en échangeant avec toi, ce que je trouvais hyper intéressant et des fois contradictoire, c'est quoi le mieux? C'est quoi ce que tu préfères, on va dire, entre faire un raid à plusieurs avec plus de gestion et plus de, on va dire un mot à la mode, de charge mentale, de gestion de l'effort et de gestion de l'équipe, ou évoluer seul avec une charge diminuée, plus de facilité, mais en même temps moins de support de groupe, moins peut-être de fun, parce que quand même quand on partage quelque chose comme ça à quatre, ça crée des choses. Comment ça cohabite tout ça chez toi? Il y a quelque chose que tu préfères faire plutôt que d'autres, où tu préfères mettre l'accent dans le futur, ou ça reste Bon, ISO? là, cette année, j'ai pas fait de raid aventure. Du coup, j'étais blessé après la Barclay. J'ai pas pu faire le raid que j'avais prévu au mois de mai. Et j'ai fait l'impasse sur les championnats du monde pour pouvoir faire le Tour des Glaciers. Du coup, j'ai pas fait de raid aventure cette année. Ça me manque. J'ai suivi les copains là au Canada au championnat du monde. Ça a été dur. Enfin, ça a été intéressant, mais dur de pas être avec eux. Le raid aventure, c'est un partage. C'est une émotion partagée. Il y a... Ouais, les émotions sont décuplées. Euh, c'est très, très, très intéressant. Ce qu'on vit, c'est très intéressant et le lien qu'on crée entre nous est juste fabuleux. Euh, il y a une gestion qui est compliquée, effectivement, une gestion d'équipe qui n'est pas évidente, qui n'est pas reposante mentalement. Donc j'aime bien partir sur mes solos là, en mode introspectif. T'es pas obligé de parler, tu regardes la nature. Je suis assez solitaire aussi par moment et j'ai besoin de me retrouver dans les montagnes seul, dans l'effort, dans un effort pas trop rapide qui me permet de contempler, d'observer. Mais j'aime être seul aussi. Alors, dans le futur, je pense que j'aurai besoin des deux toujours. En tout cas, si c'est pas du raid d'aventure en compétition, ça sera du partage d'aventures off avec des amis, en famille. Mais j'aurai toujours ce besoin de partage et ce besoin de solitude aussi. Je crois que on a tous peut-être besoin aussi, peut-être qu'on ne se l'accorde pas assez, ces moments, parce que la vie est prenante, on a une famille, on a un boulot, et on ne prend pas souvent le temps de penser juste à soi. Et je pense que c'est important, par moment, de juste penser à soi. Et quand je suis en montagne, hors du temps, hors du quotidien, c'est hyper reposant en fait. Tu te dis, le mec, je suis revenu du GR20 en Corse, j'étais fatigué mentalement avant de partir, j'avais une charge importante. Et finalement, j'ai fait ce GR20 et je suis revenu, mais j'avais l'impression d'être reposé quelque part parce que je m'étais recentré sur moi et dans un décor magnifique, ça m'a fait du bien. Je valide tout à fait ce côté, comment dire, ce qu'on peut prendre des fois pour de l'égoïsme. Au contraire, qu'il faut que l'individu soit bien pour fonctionner bien en collectif. Je pense que c'est la base de tout et que c'est assez mal compris en règle générale, pas par tout le monde évidemment. Ce côté de voilà d'être bien soi avant d'être bien avec les autres. Alors avec les autres, c'est pas forcément en société, mais déjà dans sa famille, quoi, pour commencer dans son environnement proche. Donc, oui, quand on est ressourcé personnellement, forcément, normalement, ça va mieux. Tu parlais justement, je revenais aussi sur la mise, tu t'es mis en disponibilité après 30 ans de boulot. Alors, tu m'as déjà répondu, tu vas pas en profiter pour faire de la préparation mentale tout de suite. Ça va être quoi pour toi, justement? Qu'est-ce que tu vas améliorer, entre guillemets, dans ton quotidien pour justement aller dans ton toujours mieux, dans ton sens, dans ton axe? Écoute, une meilleure préparation physique, une meilleure récupération, ça c'est certain.
Là, quand je suis revenu du Tour des Glaciers, pour la première fois, j'avais pas allé au collège avec un emploi du temps qui te contraint dans des horaires, avec éventuellement une gestion stressante de certains élèves, des choses comme ça. Donc ça, c'est très, très confortable. Je le vis actuellement. Mais c'est, oui, clairement, je peux tout mieux faire. Et puis plus de projets aussi, parce que je peux décider de mon propre emploi du temps, des courses que je vais faire sans abandonner une classe ou sans laisser ma famille à un moment où je dois être présent. Donc ouais, c'est clairement un plus pour les quelques années qui arrivent là. On va voir. Et les projets justement sur sur les prochaines années, la proche, c'est tu vas parler de Barclay, donc tu vas repostuler, je sais pas comme ça, c'est comme ça qu'on dit. Oui, oui, c'est incessamment sous peu. Là, je vais candidater. Après, on- personne n'est certain d'être pris chaque année, donc on verra bien. On verra bien. Et j'espère pouvoir y retourner. C'est comme mes GR que je multiplie. Il y a encore des choses à faire là-bas, donc j'aimerais bien aller au bout de mon rêve. Je ne sais pas, ça va être compliqué parce qu'ils ont durci la course et qu'elle est de plus en plus dure, mais en tout Ils l'ont cas, un j'ai peu. envie de m'y Ouais. frotter de nouveau. C'est vrai qu'ils l'ont durci depuis l'année dernière, oui, où il y avait, Ouais, enfin l'année d'avant, il y avait eu les cinq victoires, voilà. et il a pas aimé ça. Non, ça, là, cette année, j'y étais et le parcours était bien plus difficile et impossible même. Ouais. Bon. Et à part la Barclay, t'as quoi d'autre de prévu que t'aimerais faire, en tout cas, si tout va bien? Bah écoute, là, prochainement, je vais découvrir deux courses que j'ai jamais pu faire, justement. Une course à Grande Canaria, la 362 Challenge, là, dans un mois. Ok. Et puis la Spine Race, qui est une course en Angleterre en janvier, dans le froid et sur 400 km, voilà, qui m'intéresse aussi, qui est dans une autre ambiance hivernale. Donc voilà. Et puis, oui, j'ai idée d'aller sur le GR10 l'année prochaine, essayer de battre le record. La bonne fenêtre, c'est Voilà. quoi, printemps? Je pense que Ou- j'irai début juin. Ok, avant Voilà. l'été. Ok. Et puis, je vais aller pour la première fois sur une course de l'UTMB. Je vais aller faire la PTL, qui m'attire beaucoup, hein, qui est très Ok. technique, très sauvage en équipe de deux. Donc voilà, Nicolas Lehmann, qui l'a déjà gagné, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de classement officiel, mais il m'a proposé de le faire avec lui. Voilà, et les championnats du monde de raid aventure l'année prochaine sont en Corse. Donc ça sera un grand objectif, peut-être le grand objectif de l'année. Euh, voilà, je vais refaire du raid aventure l'année prochaine et en Corse. Mais comment tu gères comment tu prends ce qu'on dit, pas plus de deux objectifs, pas plus de deux ultras par an? Comment ça marche avec toi? Pas plus de deux ultras par an quand tu fais des 400 km tous les 2 mois? Je crois que c'est différent en fait d'un 100 miles. Être performant sur un 100 miles, on en parlait tout à l'heure, à des vitesses vertigineuses. Effectivement, tu peux peut-être pas en faire 4-5 par an. Euh, je- sur des courses beaucoup plus longues, sur des allures confort, je pense que c'est différent. Moi, j'ai une grande capacité de récupération, une grande expérience. Après, chaque course ne sera pas un grand objectif. Je vais aller en Angleterre sur un parcours avec peu de dénivelé. C'est surtout une découverte. La Barclay, ça durera peut-être que 35 heures et moi, un effort de 35 heures, je m'en remets assez vite. C'est pas comme si je faisais un UTMB en 20 heures à des allures incroyables avec une fréquence cardiaque très haute. Donc voilà. Et puis j'ai 53 ans et j'ai envie d'en profiter un maximum parce que je sais que les belles années performantes sont peut-être plus très nombreuses devant moi. Donc voilà, j'ai envie d'en profiter, de pas trop me poser de questions. Et puis mon nouvel emploi du temps, ma disponibilité me permet de. Donc je suis quelqu'un qui a beaucoup d'envie et qui n'a pas trop envie de se freiner. Voilà, souvent on me dit, mais t'as pas peur dans 20 ans d'avoir des genoux fracassés, etc. Eh ben, on verra bien. Parce que peut-être que dans 20 ans, je ne serai pas là. Et profitons-en. J'en profite aujourd'hui. J'ai des copains qui ont plein de douleurs et qui ont dû s'arrêter. Moi, j'ai la chance d'eux. Donc, bon, écoute, j'en profite. Puis on verra bien après. J'ai envie d'aventure, de découverte. S'il n'y a pas la performance à chaque course, c'est pas très grave.
Et au même titre que le trailer, on va dire, c'est un peu c'est la mode, hein, le trailer, l'hiver, va faire des courses un peu plus courtes, remettre un peu de rythme. Toi, ça t'intéresse plus ou ça t'intéresse, justement, c'est une question ouverte, d'aller faire des 100 miles. Je vais pas te dire d'aller faire des maratrails, mais oui, peut-être des formats plus courts, justement, pour sentir une fois comme ça ton cœur monter dans une autre approche, une autre course. Je te dis pas non. Ça m'est arrivé d'aller faire le trail du Ventoux à côté de la maison là, il n'y a pas si longtemps. Et donc, de me mettre dans le mal, là, effectivement, pendant 4 5 6 heures. C'est pas quelque chose qui m'attire. Je préfère faire du vélo, les périodes hivernales, tu vois. Je préfère faire du vélo, du kayak, varier mes entraînements, moins courir. De temps en temps, je fais un peu de fractionné, mais c'est là que souvent les douleurs apparaissent, donc j'en fais peu. Et puis, c'est finalement pas si important que ça par rapport à mes épreuves XXL. Donc, je vais plutôt aller faire un petit raid d'aventure ou des entraînements, voilà, des entraînements avec des copains off que aller regarder mes pieds pendant 30 bornes à fond. Parce que finalement, quand on met beaucoup d'intensité, de vitesse sur des trails courts, il y a une frustration pour moi en tout cas, de moins contempler, de moins regarder, de moins observer. Donc, j'y vois moins d'intérêt en fait. Ok, ok, ok. Bon, on se dirige gentiment vers la fin de l'épisode. Tu nous as déjà parlé de ta saison prochaine. Pour suivre ton actualité, ça se passe, je vais dire classiquement sur les réseaux. Tu as également un site internet, vu que maintenant tu as une nouvelle activité, enfin plusieurs activités. Ouais, 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 j'ai un site internet où on peut justement découvrir un peu tout ce que je propose professionnellement. Et puis sur les réseaux sociaux, Ok. Insta, Facebook, LinkedIn, ouais, Bon, je communique un peu plus maintenant. Voilà. ça marche. Je mettrai ça. Tu me diras ce que tu veux et je mettrai ça en description de l'épisode pour ceux qui voudraient faire appel à tes services. Ce que tu disais, tu organises des stages de raids, de courses, Alors, des stages de trail, j'organise avec ma nièce qui est dans le bien-être. Mais en fait, c'est des stages de trail, trail bien-être, on appelle ça. Donc, le bien-être, il est dans les parcours trail que je propose, mais aussi dans une alimentation saine, dans du yoga, dans des massages, dans de la respiration. Donc, voilà, c'est des stages un petit peu différents où on essaie de prendre vraiment soin des stagiaires sous différentes façons. Voilà, donc ces stages, on les trouve sur Trail in France, avec qui on travaille. D'accord. Après, je peux très bien organiser à la carte, effectivement, des stages raid d'aventure, des choses comme ça, mais ça, ce sera plus pour répondre à des demandes particulières. Voilà. Et puis, je fais du coaching aussi, donc si ça vous intéresse d'avoir mon expérience et de profiter de mon expérience, n'hésitez pas à me contacter. Ah, ça Voilà. marche. Ça, tu vois, je ne savais pas. Mm. Coaching pour bah, si on veut préparer un tort, une PTL ou peu importe. Ouais, ou même à 20 km, ça ne me dérange pas. J'ai été entraîneur d'athlétisme, donc C'est vrai. j'ai quelques compétences. Et j'ai entraîné du sprint au départ, donc voilà, je suis passé du sprint à des épreuves de 500 km, donc j'ai C'est un, le grand écart. un grand écart. Ouais. Bon, top. Allez, dernière question. Si tu as une personne à me recommander pour passer derrière toi au micro, un athlète, un confrère, quelqu'un qui t'inspire dans ce milieu-là. Bon, écoute, c'est souvent elle que je cite, mais ma partenaire de raid aventure, Sandrine Béranger, qui est aussi une traileuse qui a gagné la Diagonale des Fous, elle est très intéressante. Elle a beaucoup de choses à dire aussi, donc je pense que Parfait. C'est voilà, je noté. pense à elle surtout à chaque fois. Ouais. C'est noté. C'est parfait. Ben écoute, c'est tout. C'est tout pour moi. Tu as quelque chose à rajouter? Maintenant, c'est un plaisir. À très vite. On est tout bon. Ben, je te remercie. Je te souhaite une très bonne fin, ou je sais pas si les saisons ont une fin avec toi ou si c'est en perpétuel. Ça continue toujours. Il n'y a pas de fin de saison, en fait. Il n'y a pas de coupure. Non, non, il y a des saisons qui s'enchaînent. C'est ça. Donc, bonne continuation. On suivra tout ça avec grand intérêt. Merci, Sébastien. Merci beaucoup. Salut. Salut. Cet épisode est déjà terminé. J'espère qu'il vous a inspiré ou apporté des pistes concrètes d'évolution. Si c'est le cas, merci de laisser 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. C'est un geste simple mais tellement important pour soutenir ce travail indépendant et continuer de vous proposer des invités de qualité. Si vous souhaitez aller plus loin et optimiser votre préparation mentale, contactez-moi directement via mes différents canaux. Le premier entretien découverte est gratuit. Pour suivre mon actualité, je vous donne rendez-vous sur Instagram et LinkedIn. À la semaine prochaine dans un prochain épisode d'Ultra Mental.